Bienvenue à toutes et à tous dans Sport Business. On va parler d'économie du sport dans cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Et mon premier invité pour cette émission, c'est vous, Mehdi Skouri. Vous êtes directeur général de Stadia, président de la Fédération marocaine des professionnels du sport et expert en construction et exploitation des stades. Parce qu'aujourd'hui, on va se demander que deviennent les stades après une grande compétition comme la CAN, celle de Côte d'Ivoire est en train de se terminer. Qu'est-ce qu'on fait des stades après ? Est-ce que oui ou non c'est pensé, réfléchi, sachant que les instances supérieures du sport, comme la CAF par exemple, a des exigences sur le nombre de stades, parce qu'il y a un nombre d'équipes, et puis aussi sur l'accueil, mais on va en parler après. Qu'est-ce qu'on fait des stades après une grande compétition comme la CAN ? Bonjour Rachid et merci pour cette invitation. On va dire que c'est un honneur pour nous de faire partie de cette première. J'espère que ça sera pas la... fera partie d'une série de longues émissions que vous allez produire sur le sport business, qui est très important pour nous, parce que c'est une industrie qui est en train de décoller depuis quelques années au Maroc. Donc tant mieux pour cette industrie. Pour revenir à cette problématique des stades, c'est une problématique qui est assez importante, et qui est liée à l'actualité. Oui, on a une Coupe du Monde qui arrive, une CAN qui arrive. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures ? C'est une question qui s'impose. On a un certain nombre de modèles qu'on a pu étudier sur un certain nombre de pays, sur différents événements, notamment des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde, etc. Et il est clair qu'aujourd'hui, à près d'un an et demi d'une CAN et 5 ans d'une Coupe du Monde, de se poser réellement les questions, qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures sportives, et tout en essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs faites dans le passé avec les différents stades qu'on a eus. On va en parler dans un instant des précédentes CAN qui se sont déroulées ailleurs en Afrique, où parfois c'est cataclysmique ce que sont devenus les stades. Mais là, est-ce que, oui ou non, un pays comme le Maroc, qui va organiser la CAN en 2025, qui va organiser la Coupe du Monde, enfin en partie en 2030, se pose déjà la question de « Ok, on va faire des stades, mais qu'est-ce qu'on va en faire après ?» Parce que c'est une question qui est fondamentale. J'espère bien, c'est une question à poser au comité d'organisation de la compétition, j'espère bien qu'on pense à ça. L'avantage qu'on a sur le Maroc, c'est qu'on est sur 5 années de compétition qui font que ces stades vont être utilisés de manière assez pérenne. On a une CAN qui arrive dans 1 an et demi, on a dans 5 ans une Coupe du Monde, et entre-temps, on va avoir des compétitions qui vont, elles aussi, être organisées au Maroc. On parle éventuellement une Coupe du Monde féminine, on parle de Coupe du Monde des clubs, etc. Donc il y a de quoi utiliser ces stades sur cette durée. Mais ce qui est essentiel sur un stade, c'est qu'est-ce qu'on en fait au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, le business model d'un stade, c'est pas uniquement d'organiser des compétitions internationales. Le business model d'un stade aujourd'hui, c'est d'en faire véritablement une arène sportive d'un côté, mais aussi un espace multifonctionnel qui peut accueillir un certain nombre d'événements, pas seulement sportifs. Ça peut être du culturel, ça peut être du corpo, notamment des conférences, des séminaires, etc. Elle est là aujourd'hui la problématique, ce qu'on n'avait pas réussi dans le passé, et qu'il va falloir qu'on mette vraiment sur la table pour que ce soit un des enjeux de cette Coupe du Monde et cette CAN qui va arriver. Mais on a le sentiment qu'il y a une espèce de course à la grandeur, c'est-à-dire que plus on a un grand stade qui peut accueillir des dizaines de milliers de personnes, enfin bon, vraiment cette espèce de folie des grandeurs, est-ce que oui ou non, elle est économiquement viable ? Alors déjà, malheureusement, cette folie, c'est très marocain, on va le dire. C'est pas forcément le Maroc, puisqu'il y a d'autres pays aussi, pareil, qui ont fait des très grands stades, mais qui aujourd'hui ne savent plus quoi en faire. Je pense par exemple au Brésil. Oui. La Coupe du Monde au Brésil, c'est dans un passé relativement récent. À Brasilia, il y a eu un stade qui a été construit pour 70 000 places. Et là, la dernière occupation, c'était 8 000. Ça fait bizarre, ça sonne creux. Sachant qu'on est dans le pays du football avec des grandes équipes, etc. Moi, si je reviens sur le Maroc, aujourd'hui, quand j'entends parler on en a parlé, mais quand j'entends parler de la plus grande patinoire d'Afrique, je me pose des questions. Quelle est l'utilité de ce genre d'infrastructure ? On n'est pas obligé de construire aussi grand. On n'est pas obligé de se dire qu'on a besoin de construire le plus grand stade. On parle beaucoup de plus grand stade au monde. On parle de... Voilà, c'est des choses qui, je pense, il va falloir recalibrer. Il ne suffit pas d'avoir des stades de capacité exceptionnelle. On n'en fait plus, d'ailleurs, dans le monde. Aujourd'hui,
Quand on parle du Brésil, par exemple, le Brésil, on avait le Maracanã qui faisait 200 000 places à un certain moment, et les Brésiliens ont décidé à un certain moment pour la Coupe du Monde de le faire baisser à moins de 100 000 places. C'est pas pour rien qu'on va vers ce genre de modèle. Sur le plan économique et sécuritaire. Gérer 200 000 places dans un stade, c'est quelque chose de très compliqué. Économiquement, pareil. Le business model à l'international aujourd'hui sur les stades met en avant surtout la partie VIP. Aujourd'hui, que ce soit dans tous les championnats, on va dire professionnels, on va aller mettre davantage de la place sur du VIP. C'est-à-dire les loges, c'est-à-dire voilà, toutes les parties du stade qui peuvent être finalement achetées par des entreprises pour leurs clients, exactement. pour il faut leurs comprendre salariés. une chose qui est très importante, c'est que dans ce type de stade, 10%, vous avez 90% des recettes d'un stade, notamment européen, même aux États-Unis et tout, 90% de ces recettes-là viennent de 10% des places VIP du stade. Ça veut tout dire. Donc il ne suffit plus de se dire on va construire des stades de plus de 100 000 places pour pouvoir... parce que des stades, il faut le dire, il va falloir les exploiter par la suite, il va falloir faire en sorte qu'ils soient des lieux pérennes, comme on l'a dit, qu'ils soient des multifonctionnels et qui accueillent du monde tous les jours. C'est des coûts d'exploitation qui sont énormes. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut recalibrer les choses et se concentrer sur l'essentiel. Vaut mieux accueillir du public dans de très bonnes conditions que d'accueillir beaucoup de public dans des conditions plutôt, on va dire, moyennes et avec des risques de dérapage, etc. Finalement, le stade de foot, ça ne doit pas être qu'un stade pour le foot. Ce n'est plus qu'un stade de foot. Une arène qui accueille du foot doit aussi accueillir beaucoup d'autres choses. On l'a dit, il faut qu'on puisse y organiser des concerts, il faut qu'on puisse y organiser des séminaires. Vous savez, un stade comme l'Arena d'Amsterdam, où c'est un véritable modèle, c'est un des premiers stades multifonctionnels internationaux. On y organise même des funérailles, pour vous dire. Ils ont été un point extrême, mais par contre c'est un stade sur lequel vous avez plus de 200 événements à l'année, qui est plein toute l'année. Si vous ne réservez pas une salle plus d'une année à l'avance, vous ne trouverez jamais de place sur place. Il y a une dizaine de mariages, si je ne me trompe pas, qui sont organisés à l'Arena d'Amsterdam. Donc aujourd'hui, réfléchir et se dire qu'un stade est uniquement fait pour une compétition internationale, je pense qu'aujourd'hui c'est une hérésie. On a dépassé tout cela et à l'international tous les modèles l'ont démontré. Mais est-ce qu'on peut compter sur un championnat de football, par exemple, pour occuper un stade qui a été construit pour une compétition internationale? Est-ce que oui ou non ça peut fonctionner? Ah oui, après ça dépend des villes où se trouve ce stade. Si on voit un petit peu ce qui se fait chez nous ici, c'est clair qu'à Casa, il y a un véritable marché pour avoir un grand stade. Vous avez 2 grands clubs casablancais qui peuvent drainer beaucoup de public. Quand on voit une ville comme Tanger, pareil, Tanger, il faut le savoir, l'équipe de Tanger, quand elle jouait en 2e division il y a quelques années, elle jouait devant 45 000 personnes, elle jouait à guichet fermé. La ville de Tanger est connue pour avoir un public exceptionnel et qui se mobilise beaucoup derrière son club. Maintenant, si on va du côté de Marrakech, le stade de Marrakech, aujourd'hui, et depuis des années, depuis l'ouverture en 2010, très peu de public y va. L'équipe du CAOCO de Marrakech, qui aujourd'hui ne joue plus en première division, mais même quand elle joue en première division, elle accueille pas plus de 4-5 000 personnes. Donc construire toute une infrastructure, l'ouvrir au public pour qu'on puisse y attirer même pas 10% de l'occupation globale, c'est problématique. Donc c'est là où je pense qu'il faut se tourner vers d'autres activités. Il faut pouvoir y occuper ou du moins programmer beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le football. Des concerts, des séminaires comme je l'ai dit, des sessions de formation. On a même des tournages qui se font dans des stades. C'est des choses qui se sont faites à Marrakech. Maintenant, il faudrait que les stades puissent être construits de telle manière à ce qu'ils puissent être adaptés au marché et aux besoins de tous ceux qui peuvent vraiment les occuper. Mais comment ça se fait ça? Exploiter. Comment est-ce qu'on construit un stade adapté au marché? Alors c'est très simple. Ceux qui exploitent un stade doivent être extrêmement associés à la construction et à la conception du stade dès le départ. On a fait beaucoup d'erreurs au Maroc il y a quelques années en construisant des stades pour des candidatures. On a inauguré ces stades, donc on s'est réveillé un jour, on s'est dit, tiens, Coupe du Monde à l'époque, on demandait des stades de 40 000 places. On s'est dit, tiens, on va construire des stades de 40 000 places à Marrakech, à Tanger, à Agadir. Et donc on a construit ces stades. Leur construction a duré une quinzaine d'années à peu près.
parce qu'entre chaque candidature qu'on perdait, les chantiers s'arrêtaient et puis reprenaient à un certain moment au bout de la candidature suivante. Et donc du coup, quand on a fini de les construire, on a décidé de les inaugurer. Donc on a inauguré Marrakech, Tanger, Agadir. Et puis une fois qu'on les a inaugurés, on s'est dit, à un certain moment, on s'est dit, maintenant qu'on les a inaugurés, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'exploitation d'un stade doit être vraiment pensée avant le premier coup de pioche. Moi, il m'est arrivé de suivre des projets de construction de stades en France, par exemple, et ailleurs, où j'ai un modèle qui me vient à l'esprit et qui est très simple, qui est le stade du Mans, qui est pour moi un vrai modèle sur lequel on aurait pu s'inspirer sur le Maroc, qui est un stade de 25 000 places, moderne, exceptionnel, sur lequel il y a eu beaucoup de compétitions intéressantes. Et il faut savoir que 2 ans avant le premier coup de pioche, le manager de ce stade, donc celui qui allait gérer et exploiter ce stade 4 à 5 ans plus tard, était déjà salarié de l'entreprise qui allait gérer le stade. Et avant de choisir les architectes qui allaient construire le stade, il avait visité au moins 80 stades dans le monde pour pouvoir justement voir qu'est-ce qui pourrait marcher par rapport à les spécificités locales, les spécificités régionales. Et en fonction de ce qu'il a vu un peu partout, on a pensé ce stade qui est au final un stade parfait. Au jour où ils ont ouvert ce stade, après l'inauguration, ils savaient réellement qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Et c'est un stade qui tourne très bien, pas uniquement sur le foot, mais sur tout le reste. Il faut un business model avant de construire un stade, c'est ça? Exactement. Si on voit aujourd'hui le modèle marocain, qui est assez unique en Afrique et qui est assez novateur, c'est qu'on a décidé à un certain moment de mettre sur pied une structure étatique qui, elle, est là pour exploiter les stades. Donc on s'est réveillé un jour justement en se disant, voilà, aujourd'hui on a un certain nombre d'infrastructures, on n'a pas l'expertise dans le public, le public va créer une structure qui va essayer de recruter des équipes spécialisées en la matière et qui va justement gérer toutes ces infrastructures. Et donc cette structure qui est la Sonarges aujourd'hui, que tout le monde connaît, qui est un modèle sur lequel il y a beaucoup d'Africains essaient de s'inspirer. On les fera venir dans Sport Business, on les fera venir et ils nous expliqueront un petit peu comment construire. La Sonarges, certainement, quand elle se retrouvait avec ces stades sur lesquels elle n'avait pas contribué à la conception, elle s'est retrouvée certainement à les gérer et avec une grosse problématique en termes de gestion. C'est qu'on ne peut plus aujourd'hui vendre un stade qui ne répond pas aux besoins. C'est quand j'ai envie de vendre la conférence, il faut que j'ai des espaces qui répondent à un cahier de charge dédié à ceux qui veulent organiser des conférences. Quand je veux organiser des séminaires, pareil. Quand je veux organiser des team building, pareil. Donc il faut que j'aille vers mes clients potentiels en amont et de penser les choses avec eux. Parce qu'au final, qui va me remplir mon stade? C'est ces clients-là. Et ces clients-là, on ne peut pas aller les chercher une fois que le stade est inauguré. Parce que très clairement, ils vont vous dire, écoutez, moi, votre stade ne répond pas à mes besoins. Et c'est ce qui nous est arrivé durant ces dernières années sur les stades qui existent au Maroc. Il y a un cahier des charges assez draconien, la plupart du temps, par les instances supérieures du football. Je pense à la CAF pour la CAN et je pense à la FIFA pour une Coupe du Monde, par exemple. C'est pour la construction des stades et pour la capacité, il y a quand même des normes, si j'ose dire, ou en tout cas des exigences qui sont très précises. Est-ce que les deux, c'est-à-dire le côté business d'un stade et les exigences des instances supérieures, peuvent être en adéquation? Les cahiers de charges des différentes compétitions sont très clairs. Maintenant, libre au pays hôte de faire ce qu'on lui demande ou de faire plus. Aujourd'hui, si on comprend bien, on est dans une optique d'en faire plus. Parce que quand on organise une CAN, oui, aujourd'hui, il y a plus d'équipes qui y participent, mais la CAF ne vous impose pas d'avoir des stades de 90 000, 2 stades de 90 000, un autre de 70 000, etc. C'est pas ce que... C'est pas dans le cahier des charges. C'est pas dans le cahier des charges. Je n'ai pas exactement le calibrage des stades qu'il faudrait avoir, mais on est très loin. On l'a vu sur la dernière CAN. Le stade où jouait le Maroc était, je pense, de 30 000 places à tout casser. Donc aujourd'hui, le Maroc... Il était loin d'être plein. Et il était loin d'être plein. On a joué devant 4-5 000 spectateurs maximum. Aujourd'hui, le Maroc va en faire, c'est une vraie volonté d'en faire la CAN la plus importante de l'histoire. Certes, c'est une chose qui est importante. Les Marocains l'attendent depuis un certain nombre d'années. Mais, et pareil pour la Coupe du Monde, pareil, on vous impose un certain nombre de stades, une certaine capacité, mais on ne vous demande pas d'avoir le plus grand stade au monde. On ne vous demande pas non plus d'avoir plusieurs stades. Oui, mais quand on ambitionne de recevoir un match d'ouverture ou une finale, est-ce qu'il ne faut pas avoir un stade à la hauteur aussi?
Mais aujourd'hui, quand on voit en France, la dernière Coupe du Monde qu'il y a eu en France, elle s'est faite dans un stade de France de 80 000 places. Et ça a été une réussite totale. Si on voit les Coupes du Monde qui ont suivi, pareil, on était sur des capacités qui étaient autour de 80 000, 90 000 places à tout casser. Mais par contre, ceux qui ont été en Russie ou au Qatar ont vu une capacité, une qualité d'accueil exceptionnelle. Donc je pense que moi, c'est là où on devrait faire plus d'efforts, c'est sur la qualité d'accueil, sur la fluidité des accès, sur la sécurité, sur les espaces VIP aujourd'hui, sur l'hospitalité qui malheureusement n'existe pas encore au Maroc. On a des tentatives qui se font, mais sur lesquelles il y a un vrai travail à faire. Donc la course à avoir le plus grand stade, les plus grands espaces, etc., moi je pense que c'est peut-être une erreur et qu'on devrait peut-être orienter ça vers la qualité et surtout la qualité de l'accueil. Un stade pour une Coupe du Monde, par exemple, on pense à 2030, c'est aussi une vitrine mondiale du pays. Est-ce que ça ne mérite pas d'avoir un grand stade, d'y mettre beaucoup d'argent? Alors, il faut juste relativiser les choses, parce que je ne vais pas être non plus alarmiste. Les budgets des stades sur une Coupe du Monde ne représentent pas grand. C'est pas le plus gros de l'investissement à faire. Franchement, le plus gros, c'est quoi? C'est l'infrastructure? Exactement. Quand vous êtes une ville haute d'une Coupe du Monde, c'est des infrastructures qui sont beaucoup plus importantes. Ce qu'on voit à la télé, c'est le stade. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est ce qu'on voit, c'est les matchs qu'on voit, c'est cette pelouse qu'on voit. Mais le plus important, c'est l'hôtellerie, c'est les routes, c'est les hôpitaux, c'est les transports. Et ça, c'est un coût qui est important. Un stade aujourd'hui comme Casa va coûter 2-3 milliards de dirhams. Donc c'est pas forcément ce qui va être le plus coûteux. Maintenant, il est légitime aujourd'hui de se dire, et de se dire surtout qu'il ne faudrait pas avoir des infrastructures sportives très importantes et qui risquent ne servir qu'à moitié ou partiellement après cette Coupe du Monde. Donc soyons intelligents en construisant des infrastructures qui vont être de vrais espaces multifonctionnels dans le futur pour notre jeunesse, pour nos citoyens et qu'elles puissent être vivantes au quotidien. Il y a des précédents dans ces problématiques de stades. Ces stades abandonnés, on les appelle les éléphants blancs. Exact. Il y a, par exemple, au Gabon, Cannes organisé en 2017, donc c'est pas si ancien que ça, mais quand même, avec plusieurs stades qui sont littéralement abandonnés à la broussaille. Il y a aussi des sites olympiques. Alors, on ne parle pas de stade au sens stade de football, mais il y a aussi des sites olympiques. Je pense à Rio, par exemple, le JO en 2016, avec des sites olympiques qui sont laissés à l'abandon. Je pense au village d'athlètes de Sochi, le JO de Sochi, où là, c'est plus maintenant les plantes qui y habitent qu'autre chose. C'était à fond perdu, tout ça. Bon, après, il faut se poser la bonne question. Pourquoi on accepte d'accueillir des compétitions internationales? Alors, le modèle JO et le modèle Coupe du Monde, c'est deux modèles qui sont totalement différents. Quand on accepte d'accueillir une compétition comme celle-ci, c'est pas uniquement pour, oui, d'accord, il y a un volet sportif, on essaie de faire en sorte que l'équipe du pays hôte puisse aller le plus loin, faire rêver ses compatriotes, etc. Mais derrière tout ça, il faut qu'elle soit perçue, et je pense qu'elle est perçue de cette manière-là au Maroc. C'est un véritable outil pour transformer le pays. Et gagner, aujourd'hui, une Coupe du Monde peut nous permettre de gagner 5 à 10 ans facilement de développement. Donc, et c'est comme ça que devrait être perçue normalement qu'elle l'est, je pense, au Maroc. Donc la partie stade, je le redis encore une fois, n'est qu'une composante de ce genre de compétition, de ce qu'on gagne sur oui, mais ça peut être aussi la verrue d'une compétition voilà, qui est passée. Mais qui peut être très facilement rectifié. Un stade de 90 000, demain, vous avez besoin de... On l'a vu au Maracana, on était à 200 000, on est passé à 100 000. Maintenant, il y a des outils pour le faire de manière plus intelligente. Il faut comprendre qu'il existe... On a parlé de Rio. À Rio, 75% des infrastructures qui étaient mises à disposition, c'était de l'éphémère. Aujourd'hui, il y a des spécialistes mondiaux qui permettent de monter un stade de 100 000 places en éphémère. Et en termes de qualité d'accueil, il n'a rien à envier à des stades en dur. Donc,
C'est un choix. Et il faut prendre les bonnes décisions pour ne pas se retrouver avec ces éléphants blancs. C'est dommage de se retrouver avec un stade de 70 000 ou 80 000 places au lendemain d'une Coupe du Monde et de se dire qu'est-ce qu'on en fait et de jouer devant. C'est pas très drôle de jouer dans un stade de 80 000 places devant 2-3 000 spectateurs. Il y a aussi cette problématique de se dire est-ce que oui ou non telle ville doit être sélectionnée par rapport à telle autre pour la construction d'un stade, sachant que la ville n'a pas une équipe de football formidable, et que donc le stade va rester de toute façon au minimum à moitié vide tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée qui trotte dans les esprits ? Moi, je pense qu'il y a des facteurs qui sont... Le choix du site, le choix de la ville est crucial. Alors moi, le choix si on revient au Maroc, je pense que le choix de la ville n'est pas du tout lié au volet sportif. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en considération, politiques, économiques. Voilà. Donc le sportif ne vient qu'au bout de la chaîne. Maintenant, ce qu'il faudrait faire en sorte, c'est que... Bon, déjà, si on voit les 6 villes qui sont candidates, c'est quand même 6 villes importantes, grandes villes, sur lesquelles, pour la plupart, on a des équipes en première division. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être aller chercher, c'est de voir comment développer, parce que c'est trop facile de pointer du doigt l'infrastructure sportive. On pourrait éventuellement se dire, cette Coupe du Monde et cette CAN doivent être un tournant pour le développement du football marocain et des clubs marocains. C'est qu'aujourd'hui, on a un championnat qui se développe, etc., peut-être pas assez, pas au même rythme que les équipes nationales, mais cette Coupe du Monde peut être utilisée pour ça et qu'on puisse accompagner ces clubs pour que en 2030, que ce soit des grands clubs africains avec beaucoup de public et que ces stades-là finalement ne finissent pas en éléphant blanc. On a vu là en Côte d'Ivoire des stades qui n'étaient pas forcément pleins, même loin de là, quand c'était pas l'équipe ivoirienne qui disputait une rencontre. C'est un problème ça, de faire voyager, de faire se déplacer des populations qui ont parfois des problèmes économiques. En Afrique, Dieu sait s'il y en a. Donc c'est un véritable souci ça, parce qu'on a des stades, on a un cahier des charges, on a un certain nombre de stades qu'on doit mettre à la disposition pour cette compétition, mais après on n'a pas les spectateurs qui vont avec. Alors la Coupe du Monde c'est totalement différent. C'est totalement différent de la CAN, c'est pour ça que je parle de la CAN. Totalement différent, on est sur une problématique on va dire économique, financière. Se déplacer au Maroc coûte de l'argent. Le transport aérien en Afrique coûte très cher, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Aujourd'hui, on peut faire un vol de 4-5 heures à pas plus de 100 euros, 150 euros, aller voir son club au bout de l'Europe et revenir même dans la journée. C'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas faire ici. Maintenant, si ça peut être un des enjeux de cette CAN, de faire en sorte que ça change et que exceptionnellement pour la CAN qu'on puisse créer des lignes aériennes spéciales pour que du public vienne en masse. Et puis l'avantage aussi qu'on a sur le Maroc aussi qui va beaucoup servir, c'est qu'on a des communautés des différents pays participants, notamment africains, qui vivent au Maroc. On a des communautés importantes qui font que... Ce qui n'était pas forcément le cas en Côte d'Ivoire, même s'il y a une communauté marocaine. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui change. Mais il n'y a pas de quoi remplir un stade de 40 000 ou 50 000 places. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un match, je ne sais pas moi, Congo, Cameroun, à Tanger, dans un stade de 90 000 places. Vous n'allez pas remplir votre stade. Donc après, il faut assumer. On décide de construire à 90 000 places, il faut assumer. Le Qatar a trouvé quelques solutions après sa Coupe du Monde. C'est pas encore complètement solutionné définitivement, mais il y a quand même des idées de solutions. Quelles sont ces idées et comment elles se mettent en place ? On a beaucoup entendu parler de ce fameux stade qui serait démonté à la fin avec des de la compétition, avec des conteneurs. Et certainement, il y a même des rumeurs qui ont circulé disant qu'ils devraient arriver au Maroc et puis dans d'autres pays africains. Mais à ma connaissance, ce stade-là est toujours en place et les autres stades le sont toujours. Et je pense que c'est encore plus problématique au Qatar parce que la plupart des stades étaient dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Donc c'est encore plus problématique. Maintenant, financièrement, ce n'est pas eux qui sont le plus à plaindre et qui ont le plus de difficultés par rapport à ça. Les éléphants blancs, ce n'est
pas ça que je pense qui leur complique le plus davantage les choses. Et il suffit demain de se dire, écoutez, on a 7-8 stades, on peut en raser 4 ou 5, et ça peut être une décision assez extrême, mais ils peuvent en arriver là. Nous, notre problématique est totalement différente. On a 2-3 000 km de côte, on a notre stade, on a un stade à Tanger et celui qui est au sud à Agadir, donc il est à Agadir, donc c'est assez bien réparti sur le territoire. On a un championnat, on va dire, plus ou moins intéressant avec des équipes sur les différentes villes. Donc je pense qu'il faudrait, à mon avis, c'est de voir comment ces clubs les accompagner pour qu'ils se développent, qu'ils deviennent ces grands clubs dont je parlais tout à l'heure. Et surtout, faire en sorte que ces stades puissent accueillir d'autres choses que des compétitions de foot. Ça coûte combien d'entretenir un stade ? Aujourd'hui, vous n'avez pas de chiffres bien précis par rapport à ça. Tout dépend de la capacité du stade, tout dépend des matériaux que vous avez dans ce stade-là. Tout dépend de l'exploitation que vous avez à avoir. Plus vous avez de l'exploitation, plus vous devez gérer votre stade et faire en sorte qu'il soit entretenu comme il faut. Tout dépend aussi de si vous avez de la casse ou pas. Parce que vous avez du hooliganisme, vous avez de la casse, vous avez des sièges qui sont arrachés, vous avez des toilettes qui sont cassées, etc. Donc vraiment, tout dépend du modèle dans lequel se trouve ce stade-là. C'est clair que quand vous êtes dans tel ou tel pays européen, peut-être que l'exploitation coûte peut-être un peu moins cher sur certains volets, mais dans d'autres, la main-d'œuvre est peut-être moins chère ici qu'en Europe. Les coûts de sécurité sont, quand vous allez sur un stade européen, sont pharaoniques. Quand vous jouez dans une compétition en Europe, on vous impose un certain nombre de stadiers, par exemple, qui sont des stadiers qui sont formés, qui ont un brevet et qui coûtent très cher à celui qui organise, ce qui n'est pas encore le cas au Maroc. Aujourd'hui, vous avez plus des agents de sécurité qui sont dans les stades au Maroc, qui coûtent beaucoup moins cher, Donc, vraiment, tout dépend de l'exploitation qu'on peut avoir et du pays dans lequel on se trouve. Quand on voit un pays comme le Gabon, je reprends le Gabon, mais j'aurais pu parler du Cameroun aussi, puisqu'il y a des éléphants blancs aussi au Cameroun. En 2017, plusieurs stades donc abandonnés à la broussaille, avec aussi des problématiques directement liées aux exigences de la CAF, de l'instance supérieure du football africain, notamment toute la tribune de presse, qui est lourdement équipée, et évidemment, il faut bien pouvoir rapporter le match. Et ça coûte très très cher à mettre en place. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser ça ? Est-ce que oui ou non, ça peut être transformé après ? Ça rentre dans le cadre oui, une compétition. Quand vous acceptez d'organiser une compétition internationale, il y a un cahier de charge, il faut l'accepter, il faut l'assumer. Quand on vous dit sur tel CAN, il faut un nombre bien précis de journalistes sur une tribune et sur la Coupe du Monde, c'est beaucoup plus important. Il faut les aménager, maintenant, c'est des choses qui peuvent être remodelées au lendemain de la compétition. C'est pas très compliqué. Retransformer ou recalibrer une tribune de presse, c'est pas du tout ça le plus compliqué. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. C'est des choses qu'on sait faire au Maroc. Par contre, on ne vous demande pas uniquement d'avoir des tribunes de presse. Il faut avoir un certain nombre d'espaces, pas VIP, mais pour les médias. Il faut avoir des espaces de travail pour les médias. Et c'est pour des centaines de personnes. Quand vous avez des infrastructures assez importantes sur lesquelles vous avez tout ce qu'il faut en termes de bâti pour les accueillir, ça se fait de manière naturelle. Mais il arrive sur certains événements de construire de l'éphémère, des chapiteaux pour accueillir et qu'on peut démonter par la suite. Et puis voilà, c'est des choses qu'on peut aussi penser dès maintenant. Tout prévoir dans du bâti qui peut-être va être compliqué demain à être géré, c'est ça ce qu'il faudrait qu'on arrive à éviter. Est-ce que le pays organisateur n'a pas un peu, disons, la crainte d'être critiqué sur ces installations faites de briques et de broc, surtout pour les journalistes, qui parfois ont la dent dure contre les pays organisateurs? Alors, sur le Maroc, on a toujours répondu présent par rapport à des compétitions internationales. J'en ai organisé quelques-unes. Et je vais dire, c'est le pays aujourd'hui au Maroc où l'accueil se fait le mieux, notamment pour les médias, pour des VIP, etc. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Le cahier de charge, de toute façon, vous n'avez pas
Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, vous avez l'obligation de le respecter. Il faut comprendre que quand on organise une Coupe du Monde, c'est pas le Maroc qui est organisateur, c'est la FIFA qui est organisateur. Donc c'est les équipes de la FIFA qui débarquent ici. Le Maroc n'est qu'un pays d'accueil. Exactement. Et on vous dit, ok, très bien, tout est ok, ou attendez, sur ce volet-là, c'est pas encore ça, et vous n'avez pas intérêt à être en retard. Et on vous dit, ok, très bien, tout est bon, vous nous donnez les clés. Et c'est eux qui prennent en main toute l'organisation. Donc c'est des choses qui sont suivies sur des années. On ne débarque pas du jour au lendemain en disant, écoutez, on arrive pour organiser votre Coupe du Monde. C'est un vrai travail sur de nombreuses années qui se fait. Et généralement, quand on arrive à ce type de compétition, on est prêt et quand on n'est pas prêt, c'est déjà arrivé dans d'autres pays, pas sur des Coupes du Monde, parce que déjà quand on décide de vous donner l'organisation du Coupe du Monde, c'est que déjà on sait que vous êtes plus ou moins capable de l'organiser. On ne prendra jamais, la FIFA ne prend pas de risque dans ce genre de cas. Maintenant, sur une Coupe d'Afrique, il est arrivé, on l'a vu ces dernières années, qu'une CAN ait été enlevée à tel pays et redonnée à un autre, parce que le pays en question n'a pas répondu au cahier de charge. Donc, il y a un cahier de charge et un calendrier aussi à respecter. Exactement. Vous avez des inspections CAF ou FIFA pendant des mois et des mois et des mois. Et quand on arrive une première fois, on vous expose un cahier de charge et on revient 3 mois après, on voit où est-ce que vous en êtes. Il y a tout un rétro-planning qui vous est présenté. Et quand on arrive 2, 3 fois, 4 fois et qu'on voit que les choses n'avancent pas, à un certain moment, on tire une sonnette d'alarme. Vous avez des alertes et il peut arriver qu'on vous enlève une compétition et la donne à un autre pays parce que vous n'avez pas été réactif. Ça, c'est des choses qui se font. Est-ce qu'il y a toujours autant de candidats à l'organisation de grandes compétitions internationales ? Alors, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les stades qui coûtent cher, les stades dont on ne sait pas quoi faire après. Bref, est-ce que, oui ou non, on se dit aujourd'hui, oui, on veut bien dépenser beaucoup d'argent pour organiser une grande compétition ? Aujourd'hui, déjà, le modèle a changé sur la CAN, parce que depuis quelques années, je pense sur la dernière compétition, peut-être, si je ne dis pas de bêtises, on a multiplié le nombre de pays participants. Donc ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup plus de stades, beaucoup plus de villes candidates. Vous n'avez pas beaucoup de pays africains aujourd'hui qui sont capables d'accueillir seuls une CAN. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des candidatures conjointes, communes. Celle qui va suivre le Maroc, je pense, elle est en Tanzanie et je ne sais plus avec quel autre pays. Donc déjà, on n'est plus un pays, ou du moins très peu de pays sont capables d'organiser des CAN actuellement. Ce qui est à mon sens très, très juste et très intéressant, parce que ça permet de ne pas endetter des pays qui peuvent se dire ok, j'ai envie de l'organiser, et puis qui ne se rendent pas compte du coût et de l'ampleur. Donc, c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis ça permet de faire en sorte que plusieurs pays puissent en profiter, qu'on puisse ne pas investir sur beaucoup de stades, parce que il faut 6 villes. Quand vous allez en Tanzanie, c'est un peu compliqué d'organiser sans 6 villes. Parce que ça ne s'arrête pas à l'enceinte sportive. Il faut aussi des terrains d'entraînement, il faut aussi une capacité d'accueil pour les équipes. Il faut, c'est tout un environnement. Exactement. Moi, je tout ce qui tourne autour du stade, c'est très cher. Mais le stade, c'est uniquement ce qu'on voit. Mais derrière, chaque équipe participante doit avoir un terrain d'entraînement, avec toute l'infrastructure qui va avec des espaces de fitness, de kiné, etc. Il faut qu'elle soit dans un hôtel. On n'est pas dans la même configuration que dans certains pays africains. Le Maroc a ses standards. On ne verra jamais 2 équipes africaines installées dans le même hôtel au Maroc. C'est des choses que on peut l'accepter dans certains pays parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais là, on a des standards et on ne peut pas arriver en dessous de ces standards. Et tous ces pays qui ont l'habitude de venir participer au Maroc ont l'habitude de ces standards. Et puis vous allez, cette CAN va être aussi une vitrine pour nous par rapport à tous ceux qui savent que la Coupe du Monde va venir chez nous et qui vont suivre vraiment de très près ce qu'on fait. Donc c'est une sorte on est certes à 5 ans de la Coupe du Monde, on a beaucoup de choses encore à réaliser, mais on va dire que c'est une préparation, un avant-goût de ce qui pourrait attendre. Donc en fait, la véritable échéance, en tout cas pour inscrire le Maroc dans les mémoires des grandes compétitions, c'est 2025.
Déjà 2025, c'est très symbolique pour nous. On ne l'a pas organisé depuis 88. Ouais. Donc on l'attend depuis un certain nombre d'années. Ouais. C'est très symbolique parce qu'on ne l'a pas gagné depuis 76. Donc tout le monde s'attend à ce que le Maroc la redécroche devant son public. Et puis le Maroc aujourd'hui est hôte de beaucoup de compétitions et d'événements internationaux, non pas uniquement sportifs. C'est pour ça que je dis on a des standards qui sont importants. Et pour continuer à être reconnu pour ces standards-là, il va falloir livrer, comme ce qu'on a promis à l'international, la plus belle compétition africaine de tous les temps. Et donc, après, on a tous les atouts pour la réaliser. Et je pense qu'on va atteindre cet objectif. Et pas uniquement sur les stades. Et pas uniquement sur le stade, oui. D'ailleurs, il y a certaines choses sur lesquelles il va falloir qu'on s'améliore. Le stade, c'est ce que les caméras retiennent, mais une CAN, c'est quoi? Une CAN, c'est du public qui arrive à l'aéroport, qui ne doit pas attendre pendant 1 heure pour récupérer sa valise, parce que ça, en Coupe du Monde, on ne l'acceptera pas. Des supporters brésiliens ou américains qui vont arriver ici, il faut qu'ils puissent récupérer leur valise très vite, il faut qu'ils puissent être récupérés très vite dès l'aéroport pour aller vers leur hôtel. Il faut qu'il y ait des services de transport spécialisés et qui soient dédiés à cette Coupe du Monde. Quand on a été au Qatar, par exemple, il faut parler les langues. Quand on a été au Qatar ou en Russie, c'était d'une fluidité exceptionnelle. Vous avez des services de transport qui étaient dédiés à la Coupe du Monde, que ce soit le métro, que ce soit les bus. Vous avez des voies de bus qui étaient dédiées. C'est des choses qu'il va falloir mettre en place. Une Coupe du Monde, c'est de l'hôtellerie. C'est beaucoup d'hôtellerie. Il faut accueillir beaucoup de monde. C'est des services hospitaliers qui doivent être aux normes internationales et qui peuvent accueillir un grand nombre de personnes. Et puis, à travers tout ça, c'est beaucoup d'animation. C'est de la sécurité. Ces gens-là qui vont venir chez vous par millions, il va falloir les occuper. Et puis surtout, il va falloir les pousser à consommer. Parce que aussi, s'ils viennent chez nous, c'est pour qu'ils consomment. C'est pas uniquement pour aller dans un stade de foot et consommer dans le stade. Il faut qu'ils aillent non seulement occuper des hôtels, mais remplir des restaurants, acheter du merchandising, visiter des sites et monuments touristiques. L'enjeu, il est là. Il n'est pas uniquement foot, mais c'est le chantier d'une nation. Et qui doit être prise au sérieux par toutes les composantes du pays. Parlons de sécurité. Comment est-ce qu'on sécurise un stade, surtout quand il est immense, quand il y a un très très grand nombre de spectateurs? Alors, aujourd'hui, il faut pouvoir l'évacuer très vite, s'il le faut. Oui. Il faut pouvoir prévenir la violence, s'il y en a. Il y a tout un tas d'éléments qui doivent être tenus en compte. Est-ce que là aussi, c'est pensé dès la conception du stade? Ah oui. Alors vous avez sur les différents volets qui concernent un stade aujourd'hui au Maroc, à l'international, sur des compétitions internationales, la FIFA a des cahiers de charges. Donc la FIFA va vous remettre un cahier de charges sécurité, va vous remettre un cahier de charges hospitalité. Donc il y a des cahiers de charges sur tous les volets qui concernent le stade. Rien n'est oublié, tout est dans le détail, etc. Et on vous explique comment il faut faire. Et ça va de la conception du stade. Parce qu'un stade qui est mal conçu, il ne va pas vous permettre d'évacuer vos 80 000 personnes en X minutes. Il y a des normes internationales qui vous imposent une évacuation d'un stade à X minutes. L'arrivée d'un stade, du parking jusqu'à votre place, pareil, il faut qu'elle soit fluide et il faut qu'elle soit assez rapide. Donc tout ça est bien fluide. C'est des choses aujourd'hui sur lesquelles il faut qu'on travaille, sur lesquelles il va falloir rectifier un certain nombre de choses, parce qu'on le voit, nous, sur notre championnat, il y a des choses encore qui ne vont pas. On a encore de la violence dans les stades. On a c'est très culturel chez nous. On n'arrive pas à placer les gens à leur place. On n'a pas de numérotation. Et même quand on arrive à mettre en place une numérotation, les gens n'acceptent pas de se mettre à leur place. On n'a pas de stadier. Aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, c'est des agents de sécurité qu'on a. Quand vous êtes stadier en France, par exemple, ou ailleurs, vous avez un brevet. Un stadier dans un stade en Europe, il sait comment faire évacuer une personne en danger. Oui. Il sait comment secourir quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Donc il connaît tout ça. Aujourd'hui, un agent de sécurité n'est pas capable de faire ça. Donc c'est des choses sur lesquelles c'est un gros chantier sur lequel il y a un vrai travail à faire. Donc pas uniquement sur la conception, mais aussi uniquement sur toute la composante sécurité, accueil. Quand on accueille quelqu'un qui arrive dans un stade, il faut savoir comment l'accueillir, comment l'orienter. Et quand vous accueillez quelqu'un, et ça c'est les études qui l'ont démontré, quand vous l'accueillez dans des très bonnes conditions,
Déjà, psychologiquement, il a un comportement qui est différent. Exactement. Ça, c'est les études qui le démontrent. Oui. Par contre, quand vous avez du public qui arrive, pas assez de portes pour qu'il accède, avec des difficultés d'accès, vous avez des toilettes peut-être qui sont pleines, qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, sa place est déjà occupée. Oui, Il y a tous les ingrédients. Ça crée de la nervosité. Tous les ingrédients sont là. Voilà. Après. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. La billetterie, c'est important. Bien sûr, la billetterie est très importante. C'est même quelque chose qui est fondamental. Exactement, mais ça paraît, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Nous sommes assez avancés par rapport à ça. Mm-hmm. Et puis là aussi, quand vous êtes sur une coupe du Monde, sur une CAN, il y a un cahier de charge. Quasiment tout se fait en ligne. C'est des choses sur lesquelles on est déjà aligné et qu'on arrive à maîtriser parfaitement. Le Marocain commence à s'habituer à acheter en ligne. On a des accès qui sont automatisés dans les stades. C'est pas encore parfait. C'est des choses qui sont sur lesquelles il va falloir travailler, qu'on peut rectifier encore. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a encore du temps. Peut-être jusqu'à la Coupe du Monde, oui. Sur la CAN, ça va arriver très vite, c'est en 2025. Mais vu les chantiers qui nous attendent, je pense qu'il y a une véritable volonté de faire en sorte que ces événements soient vraiment un prétexte pour développer tous ces petits chantiers dont j'ai parlé et qu'en 2030, qu'on soit au même standard qu'en Europe ou ailleurs, en Asie, etc. C'est quoi le stade idéal ? Est-ce que ça existe d'abord oui. Ou pas ? C'est un stade idéal, mais c'est pas un stade qui accueille uniquement des matchs de foot déjà. Mm-hmm. Un stade idéal est un stade où je peux, moi, demain, avec mes gamins, aller manger en semaine. Profiter peut-être pour aller au musée de l'équipe locale. Acheter des produits dérivés. Un stade idéal, c'est des loges qui sont occupées toute l'année par des entreprises qui viennent pour des réunions. Parce que le lieu est insolite. Et c'est pour ça que ça marche en Europe. Au lieu d'aller dans un hôtel, on se dit, tiens, pourquoi on n'irait pas louer une salle au stade, la vue est panoramique, puis il y a un restaurant au-dessus, on peut manger sur place, etc. Donc ça, la multifonctionnalité fait en sorte que pour moi, c'est un stade idéal. Et ensuite, c'est un stade dont la qualité d'accueil doit être impeccable. Elle doit être l'accueil doit être fluide. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut qualifier un stade d'idéal ou pas. C'est pas forcément un stade où on a du marbre à non plus finir, où on a des matériaux de luxe à non plus finir, c'est la ou de question la que j'allais vous boiserie, poser. etc. J'allais vous poser cette question aussi. C'est quoi un beau stade ? Parce que on voit plus à la télévision que dans les enceintes, évidemment, parce qu'on peut pas tous aller forcément toujours au stade. Parfois, il y a une perception différente, et cette perception-là, elle est très très importante. Donc c'est quoi un stade qui est beau ? Alors c'est pas forcément le stade le plus cher, déjà. Ouais. Il faut savoir que les stades les plus chers, on va dire que sur les 25 stades les plus chers, une vingtaine sont déjà aux États-Unis, où on est dans la folie des grandeurs, mais bon, il y a un marché pour ça. Vous avez tout est digitalisé, des écrans partout. On est dans une autre dimension. Donc c'est pas forcément le stade le plus cher. Alors moi j'ai deux modèles sur lesquels j'ai assisté à des matchs ou des concerts, etc. J'ai assisté à Londres, où j'ai été à Wembley et quand Wembley a été transformé, qui coûtait très cher, plus d'1 milliard d'euros. Oui. Bon, Wembley est exceptionnel. C'est grand, c'est plus de 90 000 places. Voilà. Et en même temps, j'ai été à Barcelone, au stade de l'Espagnol Barcelone, qu'on considère comme un stade low cost, qui au final est un stade de 40 000 places, qui a coûté 40 millions d'euros. On n'a pas de marbre au sol, mais on a des loges VIP qui sont nickel, parfaites, propres, etc. Et j'ai passé un moment exceptionnel dans ce stade-là que j'ai trouvé beau, il n'est pas dans la démesure, mais dans lequel on a été très bien accueillis. On a accédé à une loge qui était plutôt bien aménagée et il n'y avait pas de faute de goût. Voilà, on était dans une belle enceinte. Donc il y a vraiment un juste milieu à aller trouver entre les deux. Mais c'est pas forcément le stade où on va avoir, comme j'ai dit, de la boiserie partout, du marbre partout. Et
des écrans n'en plus finir. Et un stade calamiteux. Parce qu'il en existe aussi. Oui. Le stade calamiteux, c'est celui où vous allez avoir beaucoup de difficultés à accéder. Oui. Un stade calamiteux, c'est le stade où vous avez une vue qui n'est pas terrible sur la pelouse. Moi, j'ai vu des stades où le niveau, par exemple sur Marrakech, qui reste un très beau stade, mais sur lequel vous avez eu, maintenant il va être transformé et tout, mais Marrakech, pendant une dizaine d'années, vous avez les 3-4 premières rangées, elles étaient en dessous du niveau de la pelouse. Et donc on le voyait on voyait très peu quoi. C'était pas terrible. Et ça, c'était des erreurs qui ont été faites à la conception. Le stade de Marrakech, certains endroits du stade de Tanger, pareil. Vous êtes à certains endroits à l'époque, impossible de voir la pelouse. Donc c'est un stade où on a une vue imprenable sur la pelouse. On est très près de la pelouse et des joueurs, et sur lequel la qualité d'accueil doit être impeccable. Ça va de l'entrée, la sortie, les toilettes, la restauration. Parce que aller dans un stade, ne pas trouver de quoi boire, des boissons, acheter quelque chose pour se restaurer, il est inadmissible aujourd'hui en 2023 de se retrouver dans ces situations-là. Et ça, on l'a vécu dans certains stades. Et ça, on ne peut plus le retrouver à l'horizon de 2030. Est-ce qu'il faut encore construire des stades multisports ? Moi, j'adhère parfaitement à ces stades. Moi, je dirais pas multisport, mais multifonctionnel. Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas le marché pour avoir des stades multisports où vous allez avoir du foot, de l'athlétisme. Oui, je pensais à l'athlétisme particulièrement, avec la piste autour. Vous n'avez pas uniquement que l'athlétisme. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un stade, le stade de Lille, par exemple, qui est un modèle exceptionnel. Vous avez des matchs de Coupe de Vis qui ont eu lieu sur place. Vous avez des matchs de basket. Voilà, ça, c'est un vrai stade multisport. Est-ce qu'on a marché pour ça ? Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Peut-être en avoir un sur Casablanca, peut-être, parce que Casa reste une ville où vous avez beaucoup de grandes équipes, pas uniquement sur le foot, mais aussi sur d'autres disciplines. Mais pour revenir moi, j'irai sur le multifonctionnel, comme je l'ai déjà assez expliqué. Mais pour revenir à cette histoire d'athlétisme, on en a souffert pendant des années. Après, il faut relativiser. Quand on a décidé d'avoir de l'athlétisme sur tous nos stades, et on l'a subi pendant des années, nous, en tant que spectateurs, vous êtes à des kilomètres trop éloignés de la pelouse, des joueurs. Mais il faut relativiser. Le jour où on a décidé d'avoir des pelouses, c'est arrivé un moment où l'athlétisme au Maroc était exceptionnel. C'était l'époque de Hicham Grouj, Habidouane, donc voilà, tout le monde voyait en l'athlétisme ce qu'on voit aujourd'hui dans le foot au Maroc. Il y avait une dynamique exceptionnelle. Mais quand on voit la piste d'athlétisme du stade de Marrakech, qui en 10 ans a été utilisée peut-être même pas une dizaine de fois, ou à Tanger où elle a été utilisée 3 ou 4 fois. Alors que ça coûte très cher. Ah oui, ça coûte très cher. À réaliser. Exactement. C'est très technique. Il est plus compliqué de poser une piste d'athlétisme qu'une pelouse pour du foot. C'est beaucoup plus compliqué. C'est avec des normes très précises, c'est des bureaux d'études et de contrôle qui sont là au millimètre près, et on peut vous la refuser, il va falloir la refaire. Et plus vous avez envie d'accueillir des compétitions internationales en athlétisme, plus il faut aller dans le détail et plus ça coûte cher. Donc, en tout cas, on est très heureux d'apprendre que, en tout cas, nous, en tant que fans de foot, de ne plus voir ces pistes d'athlétisme dans nos stades. Donc, on sait qu'aujourd'hui, sur le stade Marrakech, Tanger, Agadir et même les autres qui existent, la piste a été rasée et puis on va gagner de la place et on va s'approcher davantage du jeu. Des joueurs. Exactement. Les pelouses, c'est une vraie question ou alors c'est complètement secondaire. On voit fleurir, par exemple, si j'ose utiliser ce mauvais jeu de mots, des pelouses hybrides, par exemple. Ça peut régler des problèmes d'arrosage, puisque en ce moment on est en plein stress hydrique. Est-ce que oui ou non c'est possible ? Est-ce que oui ou non c'est pensé ? Est-ce que oui ou non ça peut figurer dans un cahier des charges pour la construction d'un stade avec une pelouse comme ça ? Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'elle relève du technique et du sportif. Et c'est que les sportifs, les footballeurs, donc il faut des études, un certain nombre d'études pour pouvoir évaluer si c'est des choses qui peuvent, en termes de
sur le plan sportif, sur le plan même santé des joueurs, etc., si c'est quelque chose qui peut faire l'affaire ou pas. Donc, je pense qu'on n'a pas encore étudié la chose bien comme il faut. Il faut quelques années pour pouvoir l'évaluer. Maintenant, pour revenir au naturel, c'est pas du tout une problématique pour nous parce que le Maroc a vraiment développé une vraie expertise là-dedans. On commence même à exporter des pelouses en Afrique. Certaines pelouses en Afrique ont été aménagées et installées par des entreprises marocaines. C'était le cas de la Cannes en Côte d'Ivoire. Exactement. Ouais. Donc on a une réelle expertise et tant mieux, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Ouais. Et sur ça, c'est un bond en avant qui est hyper important. Il faut savoir une chose que les gens peut-être ne le savent pas, mais que l'élément le plus important dans un stade, qu'on le veuille ou non, c'est la pelouse. C'est l'aire de jeu. C'est là que ça se passe. C'est pour ça qu'on vient. Ouais. Et c'est là où ça se passe. Et on n'a pas droit à l'erreur. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui doit être vraiment parfait, c'est la pelouse. On peut rater une partie de la qualité d'accueil, on peut rater de l'aménagement, tout ça, ça peut se rattraper. Mais quand vous êtes sur un match et que la pelouse n'est pas aux normes, là, on ne peut rien faire. Le mal est fait. Est-ce que ça coûte cher d'utiliser un stade ? Je pense à une équipe, pas forcément nationale, mais une équipe d'une ville. Ça lui coûte de l'argent d'utiliser le stade pour ses matchs. Et est-ce que ça coûte très cher ? Est-ce que c'est un poste budgétaire important pour un club ? Alors, en fait, tout dépend du modèle. Le modèle marocain est très particulier par rapport au modèle européen, et français notamment. Au Maroc, quand vous allez dans un stade, une partie est subventionnée. Oui. Et ça ne coûte pas forcément très cher pour le club qui va y jouer. Si je ne me trompe pas, le club rétrocède une partie des recettes, notamment de billetterie, à la société qui gère le stade, qui, je pense, était de l'ordre de 15% il y a quelques années. Je pense qu'ils le sont toujours. Et puis, il y a un fixe qui est... je ne sais plus à quel niveau il est aujourd'hui, mais qui n'est pas exceptionnel. Mais ce qui fait que la société de gestion en elle-même, qui est la Sonarges, manque de ressources parce qu'elle propose des stades à des prix qui ne sont pas forcément... Ils sont très bas. Ils sont très bas. Parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux tout autour qu'il faut prendre en considération. Mais la solution serait ailleurs, c'est-à-dire, c'est là où je reviens à cette partie billetterie VIP, qui n'est pas développée au Maroc, et qui a un vrai public. Donc aujourd'hui, et même le club a tout à gagner là-dedans. Aujourd'hui, la partie billetterie d'un club n'est pas très importante dans le budget global d'un club, oui. Ce qui n'est pas normal. Alors c'est là où on devrait peut-être travailler tout ça, travailler sur ces espèces VIP, sur les espaces famille, sur des produits bien spécifiques. Il y a des produits qui ne sont pas encore développés au Maroc. Le naming n'existe pas encore au Maroc. Vous allez en Europe ou aux États-Unis ailleurs, vous avez des namings de stades, vous avez des namings de tribunes. Alors ce que vous appelez de naming, c'est-à-dire que c'est le stade entier ou alors des parties qui sont entre guillemets achetées par une entreprise. Ouais. Et voilà, et le stade porte le nom de... Alors pas forcément acheté, mais le stade porte le nom d'une entreprise qui paye le prix fort pour ça. Une espèce de redevance ou exactement. Voilà, et vous comme avez un espace publicitaire. Exact. C'est des contrats sur plusieurs années et qui permet d'avoir un certain nombre de financements importants pour le stade. La partie, par exemple, il y a un certain nombre de recettes qui ne le sont pas encore développées à ce jour. Donc on a parlé de billetterie, de VIP. La restauration ne l'est pas encore. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel stade au Maroc, vous n'avez pas de restauration digne de ce nom. Vous avez quelques... de quoi grignoter. Voilà, vous allez trouver des chips, ce genre de choses, mais voilà. c'est très light. De la restauration peut-être plus VIP payante, vous ne la trouverez pas. Ouais. Vous voulez vous restaurer, venir 2 heures avant le match, déjeuner sur place et prendre le temps de déjeuner, etc. Vous ne l'avez pas. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être mis en place et qui n'existent pas. Et puis une dernière chose, et puis ça c'est un volet qui n'a pas encore été développé et qui peut être un facteur hyper important pour les clubs, pour l'équipe nationale et autres, c'est le merchandising. Il est anormal d'aller dans un stade aujourd'hui au Maroc et de ne pas avoir de boutique
des clubs ou de l'équipe nationale en à question. L'intérieur du stade. À l'intérieur. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas encore. Par contre, vous avez des produits dérivés qui sont vendus à Sauvette à l'extérieur. Ça, c'est des choses qui existent. Mais c'est un manque à gagner. Ça. Encore plus ici. Sauf qu'ici, vous n'avez que ça. Oui. Vous allez à Barcelone, vous en avez un petit peu à l'extérieur, mais par contre, vous avez la capacité de sortir, de rentrer à la boutique du Barça et d'acheter tout ce qu'il faut. Et c'est des recettes qui reviennent au club. Et ça manque. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Aujourd'hui, ça pourrait attirer davantage de monde d'avoir ce genre de service. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous avez un public qui a envie d'aider son club en allant le regarder, mais aussi en achetant des produits dérivés qui peuvent être une source de financement important pour les clubs. Les clubs au Maroc, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent à faire plus de chiffres, plus de recettes. Oui. Ils souffrent de manque de moyens financiers. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de solutions qui sont très claires. Le merchandising, l'hospitalité, etc., pour lequel il y a un vrai public. Sur l'hospitalité, quand on voit un match comme Maroc-Brésil, qui s'est joué à Tanger, vous auriez pu avoir 200 loges, vous les auriez vendues sans aucun problème. Oui. Quand vous avez des matchs derby Rajaouak, sur lesquels vous pouvez remplir la moitié de votre stade par du VIP, et vous pouvez vendre du produit dérivé à n'en plus finir. Oui. Mais c'est des choses aujourd'hui qui n'existent pas malheureusement. Dernière chose, Médis Khoury, c'est quoi le stade de demain ? Comment est-ce qu'on peut l'imaginer ? Alors d'abord, c'est un stade connecté. Oui. Parce que aujourd'hui, avec votre smartphone, on a tous pris l'habitude à tout faire avec notre smartphone. Oui. Votre smartphone doit vous permettre, notamment dans les stades, même dans les stades qui vont arriver là pour la Coupe du Monde au Maroc, qui vont vous permettre de rentrer au stade avec votre smartphone. Oui. C'est des choses qui sont très simples à mettre en place, qui se font déjà ailleurs. Et c'est des choses qui doivent se mettre en place ici. C'est un stade connecté qui va vous permettre de trouver votre place facilement. Mm-hmm. Vous n'avez pas besoin qu'on vous indique à travers votre smartphone, vous pouvez aussi aller vers votre place. C'est un stade qui va vous permettre peut-être de commander de la restauration à travers votre place, à partir de votre place. C'est des choses qui se font. Il y a quelques mois, j'étais dans un stade européen. On était assis, on a commandé de la restauration qui nous a été livrée jusqu'à notre place. Ouais. Exactement. Donc le stade de demain, c'est celui-là. C'est un stade aussi qui va être très orienté et qui va être très éco-responsable. Ça, c'est un des enjeux de demain. Aujourd'hui, on ne peut plus construire un stade n'importe comment, utiliser de l'énergie n'importe comment. Mm-hmm. Vous avez du solaire vers lequel on devrait aller. On devrait aussi partir sur de la réutilisation de l'eau pluviale, peut-être aller vers de l'hybride. Donc la partie éco-responsable, je pense, devrait arriver dans les années à venir et devenir un des enjeux majeurs des stades de demain. On sera amené à en reparler. Merci en tout cas, Médis Khoury. Je rappelle que vous êtes directeur général de Stadia, président de la Fédération marocaine des professionnels du sport et expert, on vient de l'entendre, en construction et exploitation des stades. Merci d'avoir été le premier invité de Sport Business. Merci pour votre invitation et j'espère que vous en ferez des émissions Sport Business au Maroc. Inch'Allah. Merci beaucoup. Atlantique Radio, musique, info, écho.